Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce journal. La journée mondiale contre la rage, célébrée tous les 28 septembre. Une seule santé, voilà le thème de cette édition. En ligne de mire, la sensibilisation et l'élimination globale de la rage. 13 ans après le massacre du stade de Conakry, le procès s'est ouvert ce mercredi 28 septembre 2022 en Guinée. 156 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées avec une cruauté effrénée. On en parle dans cette édition. Si vous l'ignorez, sachez que la rage négligée tue à 100%. D'ailleurs, une personne meurt de la rage dans le monde toutes les 9 minutes. En Côte d'Ivoire, 18 à 20 décès dus à la rage sont déclarés tous les ans. Le but de la journée mondiale de lutte contre la rage est donc de sensibiliser et de promouvoir l'élimination de la rage humaine due aux chiens. Le reportage de Bintou Pekele. Je ne savais pas qu'un chien là-bas m'a mordu. Ils m'ont proposé de faire 3 vaccins. Première dose m'a coûté 16 000. Deuxième dose, c'est 8 000. Troisième dose, c'est 8 000. Docteur Techi Mathilde, chef de service du centre antirabique et son équipe reçoivent en moyenne 15 à 20 patients par jour. Des patients mordus, léchés ou griffés par un mammifère à sang chaud. C'est surtout le chien, le chat, qui sont vraiment nos animaux de compagnie de préférence. Il y a la souris aussi. Il y a même le singe. Après la morsure, la personne doit laver la plaie à l'eau au savon pendant 15 minutes. Et après cela, la personne est orientée vers un centre de santé le plus proche ou bien vers l'INHP pour pouvoir faire la vaccination antirabique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir cette maladie. C'est une maladie autrement mortelle à 100%, mais qui peut être prévenue à 100% aussi par la vaccination. C'est bon? Professeur Issaka Tembré, sous-directeur de la vaccinologie, supervise les activités du centre. Comment ça se passe ce matin? Selon lui, la Côte d'Ivoire enregistre 10 000 cas de morsures par an avec une moyenne de 20 décès. Nous voulons atteindre 0 cas de décès par rage humaine. Et donc vous voyez qu'il y a du travail encore à faire, il y a la communication à faire parce que ces personnes qui décèdent malheureusement, c'est parce que ces personnes ne se présentent pas dans les centres de santé à temps pour recevoir les soins. Tout comme pour les hommes, il existe un centre antirabique pour les animaux dans la commune de Cocody. Oui, après son père. Monsieur et Madame Yokoli viennent faire le tout premier vaccin de lutte contre la rage de surprise, leur chiot âgé de 3 mois, l'âge minimum de vaccination des animaux contre la rage. Le chiot a été vacciné à 3 500 francs CFA pour toute l'année. Coût du vaccin subventionné par l'État dans les centres vétérinaires publics. Dans ce centre vétérinaire, ce sont en moyenne 3 à 4 chiens qui sont vaccinés par jour, soit 20 chiens par semaine et 80 par mois. Malgré la présence de plusieurs cliniques vétérinaires privées et publiques sur toute l'étendue du territoire, le taux de vaccination reste faible. Selon Dr Yapi Désiré, sous-directeur de la santé animale et chef du centre, seuls 10% de la population canine estimée à 1,5 million de chiens est vaccinée chaque année, soit 150 000 chiens. C'est dû à nos us et coutumes. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui ne comprennent pas qu'il faut vacciner son chien, qu'on doit envoyer son chien chez le vétérinaire pour le faire suivre. Même quand vous dites à quelqu'un qu'il faut bien nourrir son chien, qu'il faut lui donner des croquettes, tout ça, ça ne passe pas. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire. Une réalité qui n'est pas sans conséquences. 50% des décès liés à ce virus sont des enfants de moins de 15 ans. Ils meurent par amour pour les animaux. Un problème de santé publique qui mobilise des ressources humaines, matérielles et financières. Dans cette lancée, la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, en charge de la politique en matière de santé animale en collaboration avec le ministère de la Santé et les autres partenaires, a élaboré le programme de lutte contre la rage d'un coût de 19 milliards de francs CFA sur 10 ans. Ce programme-là a un objectif clair, c'est d'éliminer la rage à l'horizon 2030. C'est-à-dire avec 1,5 million de chiens, il faut vacciner au moins 1,2 million de chiens chaque année pendant au moins 3 à 5 ans pour espérer éliminer la rage d'ici 2030. Donc il y a au moins 3 volets dans la lutte contre la rage. Le volet santé publique, le volet santé animale
mais le volet environnemental. Un programme qui nécessite de nouvelles stratégies, dont la création de comités locaux de lutte contre la rage humaine et la rage animale, avec un slogan « Une seule santé ». Après Abidjan, nous nous rendons à Boaké, la ville où la phase expérimentale du comité local fait ses preuves depuis 2016. Des 0 cas de rage déclarés avant le comité, Boaké est passé à la moitié des cas déclarés dans tout le pays en 2018. Au quartier municipal, Loko Traoré, président du dit comité, et Dr Max Ouattara, chef du service vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques de Béké et du Yambol, se préparent pour une campagne de sensibilisation à la veille de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, célébrée tous les 28 septembre. Leur cible, les élèves, ils sont les plus exposés. Direction donc le groupe scolaire Le Petit Lycée 1. Le comité local qui n'est pas à sa première visite dans cette école est pris d'assaut par les tout petits. Tous veulent partager leur expérience. Le chien l'a mordu. Il t'a mordu où? Ici là. Et puis on a fait quoi? On t'a envoyé où? On t'a envoyé à l'hôpital. Bravo, vous voyez. Et une fois dans les salles de classe, Dr Max et son président passent à la sensibilisation qui vise à impliquer toutes les couches dans la lutte contre l'endémie de rage. On échange avec eux, ils nous disent pourquoi ils ont été mordus, comment ils ont été mordus et qu'est-ce qui a été fait. Et nous leur donnons les conseils nécessaires sur les mesures de prévention, ne pas attaquer les chiens dans la rue, à la maison ne pas marcher sur les chiens et ensuite demander même à leurs parents de vacciner leurs chiens. Et aussi, dès qu'ils sont mordus, de ne pas cacher, de ne pas se limiter aux parents, de venir donner l'information à l'enseignant. Au même moment, un cas de chien mordeur est déclaré au service de Dr Max Ouattara. Le chien a mordu 2 personnes en 2 semaines. Cette information donnée par l'INHP de Boaké mérite d'être considérée par la clinique vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques. Une technicienne est alors dépêchée sur les lieux. Dick. Ok, envoyez de l'eau. C'est pour juste voir s'il n'a pas la phobie de l'eau. Nous observons son comportement sur 2 semaines, ça va 15 jours, pour voir s'il ne présente pas les signes, à savoir avoir la phobie de l'eau, baver, voilà, l'état agressif. Pour l'instant, ça va. La région de Béké compte 40 000 chiens. Seulement 10 000 d'entre eux sont vaccinés, avec une moyenne de 7 cas de rage déclarés par an. Certains d'entre eux sont mis en observation dans des cages à la direction. Un chien enragé meurt au bout de 6 jours. Lorsque le chien meurt dans ces niches-là, on a la possibilité également de faire des diagnostics rapides de la rage. Et également, une fois que c'est confirmé, nous envoyons également ces prélèvements au niveau du laboratoire pour une deuxième analyse encore plus poussée. Quand on constate que ce n'est pas la rage, on libère le chien. Mais s'il n'est pas vacciné, on vaccine le chien avant de le ramener dans la communauté. Malgré tous les efforts pour lutter contre cette maladie, les habitudes restent difficiles à changer. Toutes les 9 minutes, une personne meurt de la rage dans le monde, soit 59 000 personnes par an. Comme vous pouvez le constater, la rage tue. Suivons donc les conseils des spécialistes pour ne pas contracter la maladie. Avant de poursuivre cette décision du Conseil des ministres de ce mercredi, la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle ou à défaut le récépissé d'enrôlement ou encore l'attestation de droit délivrée par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présentée pour l'accès à certains services de l'État, aux emplois publics, aux emplois du secteur privé. Quelques opérations sont concernées. Il s'agit dans l'ordre du retrait du passeport et du permis de conduire, de l'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, de l'inscription des élèves de plus de 16 ans dans les établissements scolaires de l'inscription aussi dans les établissements d'enseignement supérieur, technique et professionnel, du recrutement dans le secteur public, parapublic, privé, de l'accès aux programmes sociaux, aux programmes de soutien à l'emploi et aux activités génératrices de revenus financées par l'État de Côte d'Ivoire.
Autre chose à présent, le concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique est ouvert depuis ce matin. Plus de 500 candidats, des Ivoiriens, mais aussi des ressortissants de pays de la sous-région ouest-africaine frappent aux portes de l'Institut. L'ISTC Polytechnique forme au métier de la communication et de l'information. Parmi ces candidats, de futurs journalistes, producteurs, marketeurs ou encore télécommunicateurs. Clarisse Kanyala et Anicette Konan-Blessing ont suivi cette première journée de composition. Reportage. Atmosphère studieuse ce matin à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. Des candidats venus des différentes contrées du pays, mais aussi de la sous-région pour prendre part au concours d'entrée dans l'une des 5 écoles de l'établissement, à savoir les écoles de journalisme, de production audiovisuelle, de télécommunication, d'art et d'images numériques et de publicité marketing. J'ai quitté le Mali parce que c'est quand même une école qui offre beaucoup d'opportunités. Je veux rentrer à l'ISTC Polytechnique parce que je suis amoureuse de la photographie, des vidéos. J'ai fait assez de recherches sur tous les sujets. Donc je pense que je vais réussir mon concours. Il est 8 heures lorsque le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, fait son entrée dans l'une des salles de composition. Après avoir prodigué quelques conseils d'usage, il donne le top départ des épreuves. Culture générale, anglais, français, mathématiques sont entre autres les disciplines soumises aux prétendants. Cette année, ce sont 511 candidats en lice pour la licence et le master. Seulement 392 seront retenus à l'issue des compositions. C'est une école sélective, c'est une école d'excellence. Beaucoup de jeunes ont tendance à vouloir prendre des raccourcis pour réussir. Et cela est incompatible avec la politique du président de la République qui prône l'excellence. Donc nous avons appelé les candidats à compter sur eux-mêmes et à accepter le verdict des résultats. Beaucoup sont jeunes encore, si ça n'a pas marché cette année, ils pourront compétir l'année prochaine, mais au moins c'est leur vraie valeur qui aura été évaluée. Les résultats du concours seront disponibles le vendredi 14 octobre prochain. La rentrée universitaire, quant à elle, est prévue pour le 4 novembre 2022. Par ailleurs, ce 28 septembre, le monde célèbre aussi la Journée internationale d'accès à l'information. Pour cette édition 2022, un accent est mis sur l'e-gouvernance et l'intelligence artificielle, des nouveautés qui pourraient assurer le droit d'accès à l'information. Selon l'ONU, le thème permettra des discussions sur les avantages et les risques de la gouvernance électronique et de l'intelligence artificielle. Des outils pratiques et des bonnes pratiques seront également abordés, notamment en vue de la présentation d'orientations politiques pour l'information du secteur public et d'une déclaration qui affirmera le droit à l'information dans le contexte des principes de bonne gouvernance. Je vous amène à présent au centre de la Côte d'Ivoire, un pays à Caen, précisément chez les Agnis. Là-bas, le pagne funéraire n'est pas un pagne comme les autres. Il est porté au cours des funérailles d'une autorité traditionnelle, administrative ou politique. Les différentes couleurs observées sur ce pagne sont également chargées de symboles. Yacouba Koulibaly et Parga Sorokone des Madongui nous en disent un peu plus. Zamaka, village Agni, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé, à l'est de la Côte d'Ivoire. Avant de se rendre aux côtés de la dépouille mortelle, comme l'exige la tradition, Isabelle Inda assiste un groupe de jeunes filles habillées en tenue spéciale. Pour la circonstance, un pagne aux couleurs noires et rouge bordeaux, mais aussi des colliers, des bracelets et des foulards de couleurs tristes et obscures. Lors des obsèques d'une autorité traditionnelle, administrative ou politique en pays à Caen, le port de cette vestimentaire, tout un symbole. Aujourd'hui, nous sommes en deuil et chez nous au pays à Caen, comme ça nous habillons et c'est pour ça que les jeunes filles portent les rouges noirs. Rouge noir signifie deuil pour les grands types, surtout comme les députés ou autres. C'est pour ça que nous habillons comme ça. En pays Agni, compatir à la douleur d'une famille éplorée, c'est porter un vêtement recommandé. Otto Yao, fils des Amaka, est vêtu d'un pagne blanc au motif noir. Ses voisins, eux, optent pour un pagne aux couleurs sombres. La raison. Sur les Akans, lorsqu'il y a un deuil, nous confectionnons des pailles d'un motif un peu sombre pour marquer notre tristesse, notre compassion pour celui qui est décédé.
C'est ainsi que les pains que nous portons, vous voyez les motifs, il y a du noir dedans, il peut aussi avoir du blanc, mais c'est le noir qui prédomine. Et c'est pour signifier que l'être qui est décédé nous est cher. Nous ne devons pas l'oublier. C'est pour ça que même après l'enterrement, ces pains-là, nous pouvons continuer de les porter de temps en temps pour nous commémorer. Les enfants du défunt ou de la défunte issus de familles nobles doivent revêtir une tenue particulière, comme nous l'explique Cécile Kwame. Chez nous, les Akans, le blanc souvent, blanc-noir, souvent c'est pour les enfants. Les enfants pour pleurer le départ de leur papa qui va vers le Père Céleste dans la gloire. Chez les Agnis, lorsqu'un chef dit sa révérence, la cour royale est soumise au respect de certains principes vestimentaires. L'autorité coutumière a un habillement singulier. Nul n'a le droit de se vêtir comme le roi ou le chef. Tout cas d'indiscipline est accompagné de sanctions. Le chef doit être accompli. Mais nous autres porte-cannes, c'est les brassards que nous prenons, ce qui témoigne que nous sommes de la royauté. Quand c'est des cérémonies de festival, cérémonies de dot, on s'habille, on peut même porter ses brassards, mais toujours est-il que c'est le blanc. Je ne dois pas porter les mêmes habits que le chef ou le roi. En ce moment, si vous les portez, c'est comme vous êtes au même titre. Or, vous êtes en dessous. Quand vous procédez cela, en ce moment, on vous sanctionne. Les porte-cannes des rois et des chefs des cantons portent eux aussi un autre type de vêtements. La couleur noire exigée le vendredi signifie que le sujet est inconsolable face à la disparition d'une autorité. Le port du pagne rouge le samedi symbolise les larmes qui coulent sans arrêt. La présence des bracelets sur le poignet a également une signification. Nous portons le noir quand il y a les décès et surtout quand ça concerne le chef. Et Ouma Boko, c'est le fils d'un chef. Ça concerne Nana Eukoutoua. Il est endeuillé. Le rouge qui signifie qu'il est en pleurs. Le noir démontre qu'il est vexé. Les bouteilles de guine par terre ont aussi une signification particulière lors des funérailles. Concernant les boissons, vous savez, la boisson même de l'Agni, c'est le guine. Donc quelqu'un qui a perdu un parent, il faut lui donner la bouteille de guine pour lui signifier que vraiment tu es avec lui. Le peuple Akan en général et Agni en particulier se démarque des autres peuples par le port de pagne devenu une tradition. Le port du pagne au motif sombre par les membres des différentes classes sociales est même exigé lors des cérémonies funèbres. Et dans l'actualité sportive, il y a ce match entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Sili national de Guinée disputé hier en France. Nos pachydermes n'ont fait qu'une bouchée des Guinéens. Ibrahim Sangaré, Souleymane Doumbia et Seko Fofana sont les artisans de cette victoire. Retour sur les temps forts de ce match pas si amical avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Risso. 3 jours après leur succès étriqué 2-1 face aux éperviers du Togo, les éléphants de Côte d'Ivoire sont à l'épreuve de la Guinée. Un match que les pachydermes contrôlent bien, mais peinent à se montrer dangereux. Mais sans être souverains dans le jeu, les Guinéens s'offrent également des opportunités. Mengira Cicero perd son duel face à Badra Ali. Passé l'orage, la réaction des poulains de Jean-Louis Gasset est à la hauteur de la menace avec l'ouverture du score du malheureux Diakabi Mouktar. Dominateur, Souleymane Doumbia est à la conclusion d'une belle action initiée par Jean-Evra Kouassi pour le break. À 2-0, les joueurs du Sili national ne sont pas au bout de leur peine. Impliqué dans les bons coups, Seko Fofana s'invite à la fête avec un 3e but avant la pause. Mené, Diakabi Mouktar entretient le sursaut d'orgueil des Guinéens en seconde période avec la réduction du score. Et en dépit de cette bonne volonté des joueurs du Sili national de revenir dans la partie, le score en reste là, 3-1, score final. La Côte d'Ivoire boucle la trêve internationale des matchs amicaux par une seconde victoire après celle face au Togo. Naturellement, Jean-Sylvain Risso, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire. Et plus loin de nos frontières, 13 ans après le massacre du stade de Conakry, le procès s'est ouvert ce mercredi 28 septembre 2022 en Guinée. 156 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées avec une cruauté effrénée. Au moins 109 femmes ont été violées selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par les Nations Unies. Au nombre des accusés figure notamment Moussa Dadis Camara, l'ancien président de la République de Guinée.
Au Tchad, un autre pas vient d'être franchi dans l'indemnisation des victimes d'Hissène-Habré. 10 milliards de francs CFA leur seront versés. La présidence a donné instruction au ministre des Finances d'apporter sa contribution au fonds fiduciaire chargé d'indemniser ces victimes. Le défunt Hissène-Habré a été condamné, souvenez-vous, il y a 5 ans. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information à 12h30 demain avec Anissette Konan-Blessing. Bonsoir chez vous.